Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo ciel bleu, soleil. Et oui, je vous partage un petit peu de cet automne doux de Caroline du Nord. Alors plusieurs choses. La première, c'est je vais rebondir sur ce que Catherine, je me souviens, m'a dit concernant la dernière vidéo sur le gendarme. Alors j'ai essayé de trouver une vidéo pour mettre le lien, sauf que la vidéo elle n'existe que sur Twitter. Donc voilà, c'est un peu compliqué, mais je vous ai mis le lien quand même de son intervention auprès du Sénat, qui a eu lieu donc le 30 octobre 2025. Sauf que la retranscription, c'est-à-dire le procès verbal en PDF, comme par hasard, est inaccessible. Bon, sauf que le problème, c'est que là, ça entraîne ce dont je vous ai parlé. Il ne dit pas textuellement, mais il dit qu'il va falloir. C'est que le risque, c'est ça, c'est que on se retrouve en face de Français qui ne vont pas être d'accord avec l'orientation du gouvernement. Et que là, donc, par conséquent, notre responsabilité, ça va être de faire notre devoir. Mais il ne dit pas explicitement qu'il va tirer dans le tas, qu'il va faire de la répression contre le peuple, etc. Il dit simplement, c'est que nous, nous, on est un organe de sécurité, que si l'État nous demande d'interdire des rassemblements, d'interdire des manifestations, ça va être un peu comme ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes. C'est que les Gilets jaunes, on est d'accord que le mot d'ordre à un moment donné a été donné de faire peur, de réprimer. Les Bravem, qui sont nés justement à cause de ça, c'était une unité éphémère constituée de volontaires, des volontaires, disons qu'on a choisi des mecs qui voulaient, qui voulaient en découdre, qui voulaient se défouler. Bon, ça fait un petit peu scandale quand même, donc maintenant la Bravem est une unité constituée, et non pas une unité éphémère. C'était une unité qui était en fait une ordre de mission avec des volontaires, il n'y avait pas d'unité à proprement parler. Maintenant, l'État a été obligé de le faire parce que c'était un peu tendancieux. Et donc pour revenir à ta remarque, qui est une remarque tout à fait légitime, parce que c'est vrai que quand on voit parfois certains policiers, et je dirais même dans l'histoire, même jusque pendant la Seconde Guerre mondiale et l'occupation, si des policiers ont essayé de faire ralentir la machine de déportation des juifs, des résistants, des tziganes, des noirs, des handicapés, etc., il y a d'autres flics français qui, eux, ont fait leur travail. Alors évidemment, ils ne l'ont pas fait en leur âme et conscience. Ils sont des fonctionnaires, donc ils exécutent les ordres. C'est là toute la problématique. Et d'ailleurs, ça revient un petit peu à l'expérience de Milgram, pour ceux qui connaissent. C'est l'ordre établi par la soumission à une autorité. Si une autorité te dit ou t'intime l'ordre parce que le corps est constitué de telle manière à ce que tu es un exécutant et que tu dois exécuter les ordres, t'as rien fait de mal. T'as exécuté les ordres. Sauf que là, évidemment, le problème, c'est après la conscience. C'est ta conscience personnelle à un moment donné de dire non, je ne peux pas faire ça parce que c'est pas juste. Ça va à l'encontre des principes même de ce en quoi nous sommes censés croire. La République, l'égalité, la justice, le droit fondamental des individus, la souveraineté du peuple. Et c'est pour ça d'ailleurs que je t'ai répondu qu'il est difficile aujourd'hui de faire une proportion de tous les policiers, CRS, gardes mobiles qui se sont fait porter pâle pendant les Gilets jaunes. Parce que justement, ils ne voulaient pas être complices d'une répression. Donc malheureusement, oui, chez les flics, chez les gendarmes, comme chez les gardes mobiles, il y a du bon
et du mauvais. Alors le bon, évidemment, eux, à un moment donné, il y aura une crise de conscience, ils diront, moi je peux pas taper, je peux pas tirer sur le peuple. Et d'ailleurs, l'Union européenne, je pense qu'elle a mis en place, ou elle souhaite mettre en place, la possibilité de faire appel à des autorités d'un voisin, d'un pays voisin, ou d'un pays de l'Union européenne, pour intervenir. C'est-à-dire que, par exemple, s'il y a un problème d'insécurité ou d'un problème d'insurrection en France, et que l'État se rend compte qu'il ne va pas avoir assez d'effectifs pour gérer la situation, il peut demander à l'Union européenne de faire appel à des pays amis, membres, tout simplement. Donc on pourrait voir par exemple des Serbes, je ne sais plus si la Serbie est dans l'Union européenne maintenant, je crois, je ne sais plus, enfin des Roumains, des Polonais, des Lituaniens, des Estoniens, des Allemands, des Hollandais, venir faire la loi en France. Eux, ils en ont rien à foutre. C'est pas leurs citoyens, c'est pas leur peuple sur lequel on va leur demander de tirer. Enfin, de toute façon, que ce soit des Français ou des Européens, le problème de la conscience, de la prise de conscience, elle reste toujours primordiale. Accepter de faire de l'autorité, accepter de faire du maintien de l'ordre quand c'est nécessaire. Mais quand on commence à te demander de faire de la répression sur des gens qui ne font que s'exprimer, exprimer un mécontentement, voire, en effet, en venir à une violence, mais une violence contre l'État, contre l'ordre établi, là, oui, c'est soit tu es un bon petit soldat et t'exécutes les ordres, soit tu fais une prise de conscience et tu te fais un arrêt maladie, ou tu démissionnes. Mais c'est ça, pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était pareil. Il y a des Français dans la fonction publique qui auraient pu très bien quitter la fonction publique, traverser la Manche et retrouver De Gaulle en Angleterre. Mais ils ne l'ont pas fait. Pourquoi ? Parce que comme aujourd'hui, certains d'entre vous, vous avez des responsabilités, vous avez une famille, vous avez des enfants, vous avez des amis, vous avez des parents. Et que si demain vous êtes identifié comme un insurrectionnel, comme un résistant, comme un terroriste, tous les causes sont permis et on n'hésitera pas à faire pression sur vous en s'attaquant à vos enfants, à vos parents, à vos amis. Donc évidemment, c'est problématique. Là aussi, ça pose un cas de conscience. Mais, encore pareil, pour ne prendre qu'une référence connue de tout le monde pendant l'occupation, vous avez des fonctionnaires qui ont fait leur travail, mais qui l'ont fait en traînant des pieds, qui l'ont fait en sabordant un petit peu les procédures. Ce qu'on a pu constater, et qui est prouvé aujourd'hui, au niveau des cheminots, comme au niveau de la police, comme au niveau de certains Français simples, modestes, qui, dans une situation, ont quand même eu le courage de planquer des résistants, de planquer des juifs, et puis d'aider à les faire sortir du pays ou les faire passer en zone libre. Vous savez, à petite échelle, comme disait ce résistant Samuel Weiss, les vrais résistants, ils sont une infime partie. Tout le reste de la France était plus ou moins collaborationniste. Et après, évidemment, tu peux avoir collaboré en faisant ton boulot, mais
Si ça se trouve, peut-être que tu t'es retrouvé dans des situations où tu as aidé à ton petit niveau, mais tu as aidé quand même. Donc vous voyez, c'est un peu compliqué. Donc, mais ceci dit, ce que dit ce gendarme, donc, qui est le colonel Labauche, je crois, Labauche, je ne sais plus son nom. Enfin, je l'ai mis, j'ai mis dans les descriptions de la vidéo des informations concernant ce chef des gendarmes. Ce qu'il dit, si vous voulez, c'est logique. Et il avertit. Et peut-être qu'en effet, aujourd'hui, il met déjà, je dirais, le pied à l'étrier pour prévenir l'institution. Là, en l'occurrence, c'était une audition faite par le Sénat, que si jamais on nous en donne l'ordre, oui, il faut se préparer matériellement, mais surtout psychologiquement, à exécuter les ordres. Mais après, voilà, c'est comme dans l'armée, c'est pareil. Les officiers supérieurs, aujourd'hui, n'ont pas la liberté d'expression. S'ils ont la liberté d'expression, ils ont le devoir de réserve, mais s'ils ouvrent trop grand leur gueule, il y en a un, il a ouvert trop grand sa gueule, et il s'est fait virer. C'est De Villiers. Voilà. Donc, si vous voulez, le sujet est toujours compliqué. Et on ne peut pas faire l'amalgame de mauvaises expériences qu'on a pu avoir avec des flics. Moi aussi, j'en ai vu des flics, qui étaient des vrais professionnels, etc. Comme aussi, quand je travaillais dans le cinéma, je faisais appel à la BAC pour des problèmes, ça arrivait qu'on voyait arriver des cow-boys. Malheureusement. Les cow-boys, c'est les mecs qui manquent de tact, qui ramènent leurs gros sabots, qui sont pas forcément très courtois, et il suffit qu'ils en aient gros sur la patate vis-à-vis d'une certaine communauté dont on connaît, dont on sait qu'on les retrouve toujours dans les mauvais coups. Le vol du Louvre. Alors le Louvre, tiens, juste une petite parenthèse. On a appris que le mot de passe pour le système de sécurité, c'est Louvre. Vous savez, c'est un peu comme dans les entreprises, c'est pareil. Vous savez, ces gens qui avaient des mots de passe sécurisés, mais comme ils n'arrivent pas à s'en souvenir, ils le marquent sur un post-it qui est collé dans le tiroir. Là, c'est pareil. C'est pour ça que là, par contre, l'utilité de la digitalisation de l'empreinte digitale, au moins, la personne, elle a des autorisations, elle fout son pouce ou son œil. Voilà, il n'y a pas de souci, si vous voulez. Et puis, qu'est-ce que j'ai vu aussi ? Oui, apparemment, il fonctionne encore avec un Windows 10. Ce que je vous disais, le problème, ou c'est un Windows 10 ou un Windows 8, je ne sais plus. Enfin bref, c'est le problème de toutes ces administrations qui sont équipées en Microsoft. Sauf qu'aujourd'hui, si ton matériel il n'est pas adapté ou qu'il ne peut pas recevoir le nouveau système d'exploitation Windows 11, t'es baisé. Il y a un moment donné où ça va bloquer parce que les mises à jour de tes logiciels, ils vont te dire je ne peux pas faire la mise à jour parce que votre système d'exploitation n'est plus compatible. Sauf que quand vous êtes un État et que vous avez équipé des milliers de postes de la fonction publique dans différents ministères, etc. avec du Microsoft, forcément, ça coince. C'est un peu le bordel, je fais attention parce que là c'est l'heure de sortie des bureaux. Comme en France, pareil. Oui, je vous ai parlé du loup, je parlais des flics. Donc voilà, c'est juste pour rebondir sur le commentaire
On ne peut pas voir tout blanc et tout noir. Mais il faut prendre conscience que oui, tôt ou tard, c'est le cas de conscience de ces gens qui sont dans des positions, dans des statuts où ils sont dans une situation à devoir obéir à des ordres ou de donner des ordres. Là, c'est pareil, c'est dans la hiérarchie. Si à un moment donné, le préfet donne un ordre au chef, mais que les chefs ils se disent ah non, mais je ne suis pas d'accord, je ne vais pas être responsable d'un massacre. Donc ils peuvent très bien se dire moi, retrait. Oui, parce que vous savez qu'il y a ce qu'on appelle le droit de retrait. C'est pareil dans le privé. Hein. Dans le privé, si vous êtes salarié d'entreprise et que votre chef vous demande de faire un truc que vous estimez qui n'est pas dans vos prérogatives ou qui peut avoir un aspect dangereux pour votre santé, mentale ou physique, vous avez le droit de retrait. C'est-à-dire le droit de dire, voilà, je fais jouer mon droit de retrait parce qu'on m'a demandé ça et je ne veux pas l'exécuter. Ça, il y a très peu de gens qui le savent. Autre info, là je ne peux pas vous en parler parce qu'ils sont en train de voter à New York. Donc on aura peut-être le résultat ce soir concernant Mamdani. Mais il y a de fortes chances que vu tout le foin, la foire qu'on fait, etc., il y a des chances qu'il soit élu. Alors, pareil, hein, dans ma vidéo où je vous ai parlé de Mamdani, je vous ai mis dans la description hein, ses origines, origine indienne par son père, même si son père est ougandais, mais l'origine ethnique de son père est indienne, sa mère est indienne punjabi, donc c'est pour ça qu'il est musulman, chiite, dans le coin chiite. Et c'est pour ça que dans cette vidéo dont je vous ai parlé, je reviens dessus, on l'a vu participer à des cérémonies, à des commémorations, à des parades, à des festivals LGBTQ+, pour la GPA, pour l'avortement, je vais y arriver. Ce qui est quand même bizarre pour un musulman. Ou alors c'est un apostat. On dit qu'il est musulman, mais ça se trouve, il est non pratiquant. En revanche, s'il est pratiquant, là, il y a un problème. Il y a un sérieux problème. Quoi d'autre ? Bon, Donald Trump, je ne reviens pas dessus, parce que de toute façon, je pense que maintenant... c'est des jeux de géopolitique, de diplomatie, etc. concernant l'Ukraine. Parce que ce qui est génial avec l'Ukraine, c'est qu'on lit tout et son contraire. C'est-à-dire, autant vous avez des gens qui vous disent « Oui, regardez, les Russes sont assoiffés, les Russes sont affaiblis, etc. » Et de l'autre, « Regardez, les Ukrainiens se rendent dans la poche de Povkrov, ou je ne sais plus quoi, etc. » Non mais attendez, mais les gars, mettez-vous d'accord. Moi j'ai toujours dit, de toute façon, hein, l'Ukraine, de toute façon, il y a un moment donné où il n'y aura pas assez de monde. Il n'y aura pas assez de chair à canon. Là j'ai vu une vidéo d'un gamin de 23 ans, le gamin il chiale sa mère. Pourquoi ? Parce qu'il le dit, j'ai pas envie de mourir. Bah oui, t'as pas envie de mourir, mais... C'est ça le problème, tu es dans un pays en guerre. Donc ta patrie, elle a besoin de toi. Donc il va falloir que tu apprennes ce qu'est le sacrifice. Or, en revanche, si tu es un jeune de la société de consommation, bah oui, tu peux te complaire à dire que les Russes c'est des salauds, etc. sur X, sur Snapchat, sur Facebook, sur YouTube. Bah ouais, mais le jour où on t'envoie là-bas, ah bah ouais, là c'est une autre histoire. Mais je dirais qu'en France c'est pareil, hein. Tous ces gens là qui crachent sur les Russes ou sur les Ukrainiens d'une certaine manière, et qui disent oui,
enfin surtout ceux qui veulent aider l'Ukraine. Sauvons l'Ukraine. Il faut nous impliquer pour l'Ukraine. L'Ukraine est la porte de l'Europe. L'Ukraine est le barrage contre l'invasion russe. Ok, bah vas-y. Voilà, prends ton pactage, ton fusil, et vas-y. Ah bah non. Ah non, c'est toujours avec les enfants des autres. Pas toi, pas avec les tiens, pas avec tes enfants. Et c'est ça, hein, le malheur malheureusement dans nos sociétés, c'est qu'on a des gens, c'est des grandes gueules, mais qui pètent pas plus haut que leur cul. Et pourtant, c'est ces gens-là qui viennent t'agresser, te faire la leçon de morale, etc. Et qu'à un moment donné, tu leur fais prendre conscience que, hé, bonhomme, est-ce que tu te rends compte que là, tu es contradictoire? Tu te contredis toi-même. Ouais, de toute façon, t'es un facho. Et c'est ça, hein. Et ça empire. Vous avez vu le film, là? Le cœur sacré? Ou le Sacré-Cœur? Non, Sacré-Cœur. Le film documentaire sur une nonne qui aurait eu la visitation de Jésus-Christ, etc. Bon, c'est juste un documentaire. Bon, oui, ça parle de quelque chose de catholique. Bon, alors évidemment, tous les anticléricaux commençaient à remuer la queue sur Internet, oui, pourquoi ce film est diffusé, etc. Il y a eu le coup de l'agence de communication de la RATP qui a retiré parce que c'est pas laïque. Vous avez un cinéma qui est en fait un cinéma communal qui a retiré le film parce que laïcité, oui, ok. Non mais j'ai rien contre, hein. Bon, sauf que, évidemment, le film, bizarrement, fait des entrées. Dites-vous bien que le film est passé de, je crois, de 114 copies à près de 280, voire 320 copies. Le film a quasiment fait plus d'entrées que la dernière comédie qui est sortie avec je sais plus qui, avec Michael Youn ou un truc comme ça. T'es là, ok. Évidemment, ça fait chier tout le monde qu'un film documentaire catholique ait autant de succès. Il faut savoir que le film a eu plus de succès que l'autre film qui avait fait polémique il y a quelques années, qui était Vaincre ou mourir. Ouais. Eh ben, je vous le donne en mille. Il y en a qui commencent à dire « Ouais, mais en fait, faut pas aller voir ce film parce que c'est un film de facho. C'est un film d'extrême droite. » Oh mais les mecs, putain. Tout ce qui va pas dans votre sens, tout ce qui est une contrariété pour vous, c'est l'extrême droite. C'est des fachos. Est-ce que vous vous rendez compte à un moment donné que, à force de toujours sortir la carte facho, ça en devient ridicule? Vous ridiculisez. On a Chiappa qui a fait participer à une émission de télé-réalité, là, je ne sais plus, Le Traître, je crois que ça s'appelle. Vous avez des gauchias qui sont en train de pleurer parce que elle aurait avoué que quand elle était porte-parole du gouvernement, porte-parole du gouvernement, en fait, on lui demandait de baratiner. On lui demandait de choisir un narratif de telle manière à planquer un problème pour ne focaliser l'opinion que sur un autre. Non, sans blague. On ne le savait pas. Apparemment, il y en a qui ne le savaient pas. Et il y en a qui s'en offusquent. Ah bah alors. Serait-ce que on nous mentirait à notre insu? Ben oui, bande de glands. Et je reviendrai sur Mme Dany, qui a promis tellement de trucs, que dans 6 mois, s'il est élu, on en reparle et on va voir.
On va voir ce qu'il va faire le gars. Mais je pense qu'à mon avis, il y a beaucoup de New-Yorkais, surtout les New-Yorkais plutôt aisés, qui vont se dire, oh le mec, avec tout ce qu'il veut faire, qu'est-ce qu'il va nous créer? Il va nous créer des taxes. Donc c'est bon, on se casse. Vous savez que New York, depuis maintenant un petit peu plus de 10 ans, c'est devenu tellement cher que la fiscalité est tellement élevée que ceux qui en tirent un bénéfice depuis maintenant quelques années, ce sont les autres quartiers de New York. Donc New York, hein, c'est la presqu'île de Manhattan. Et vous avez le Bronx, vous avez le Bronx qui est en haut, vous avez le Queens, vous avez Brooklyn, un peu plus loin du côté de la côte, Coney Island, et puis de l'autre côté, vous avez l'État du New Jersey. Eh bien, je vous invite à regarder, mais en 10 ans, le développement immobilier de ces coins-là a explosé. On se demande pourquoi. On se dit, mais peut-être que parce que New York, c'est devenu tellement cher que y a peut-être des gens qui ont peut-être envie d'avoir une offre plus acceptable. Ça, c'est une réalité économique. Donc quand tu as un maire qui commence à te dire je vais faire ci, je vais donner ça aux pauvres, je vais créer des épiceries gratuites, je vais permettre l'accès plus facile aux aides sociales pour les plus déshérités, pour les plus pauvres, etc. Ouais, non mais c'est bien, c'est très bien, je veux dire, surtout New York où tu as quand même pas mal de gens qui sont à la rue, etc. Mais attention, tu payes comment tout ça? Avec quel argent? C'est comme en France, c'est pareil. On peut vous promettre des choses qui sont adaptées, qui sont... je pense à la LFI par exemple. La LFI, si tu les écoutes, ils ont des trucs dans leur programme, ouais, c'est génial, c'est super, je vais voter LFI parce que, évidemment, j'en tire un profit. Non, mais à un moment donné, il faut se poser la question, oui, mais d'accord, mais tu finances comment? Qui paye? Tu vas continuer à faire des crédits, des emprunts, et tu vas continuer à endetter le pays? Ou de toute façon, tôt ou tard, même si tu es exonéré d'impôts parce que tu ne gagnes pas un gros salaire, mais t'inquiète, un jour ou l'autre, ça va te tomber sur le coin de la cafetière. Je vous rappelle quand même qu'en France, vous n'êtes que 48% des Français de la vie active qui payaient des impôts sur le revenu. 48%. Les autres, très clairement, n'ont pas des contrats à temps plein pour gagner un salaire qui permette d'arriver à la première tranche de fiscalité. Et donc, ils ne payent pas d'impôts. Il y a un problème, je pense. L'autre question aussi qui se pose, évidemment, c'est l'Union européenne. On en a déjà parlé. Mais il se passe des magouilles en ce moment à l'échelle de l'Union européenne. C'est pas bon. C'est tellement pas bon que dans certains pays de l'Union européenne, ça commence à se poser des questions, à se dire mais parce que l'Espagne, l'Espagne, génial, vous avez vu le socialisme, ils ont réduit leur dette, machin. Ouais, sauf que l'Espagne, elle reçoit plus en subvention de l'Union européenne qu'elle ne donne. Comme le Portugal, pareil. Le Portugal reçoit de l'Union européenne plus qu'elle ne donne. La France, c'est le contraire. La France ne reçoit pas plus que ce qu'elle donne, comme l'Allemagne. Puisque la France et l'Allemagne sont les deux plus gros contributeurs au fonctionnement budgétaire de l'Union européenne. C'est pour ça que tous les neuneux, quand tu leur parles de dire qu'il faut sortir de l'Union européenne, ils ont tellement peur parce qu'ils sont tellement subventionnés par l'Union européenne. Mais ces gens-là, en général, quand tu leur dis oui, mais tu sais que l'argent que tu reçois de l'Union européenne,
c'est le nôtre. Et encore, sur l'intégralité de ce qu'on donne à l'Union européenne, t'en as que 20 ou 30%. T'as pas l'intégralité. Alors que si tu sors de l'Union européenne, on peut refaire les calculs, et là par contre, peut-être que tu auras des chances d'avoir une subvention un peu plus élevée, parce que ça viendra directement du consommateur, enfin du producteur au consommateur. Et tu tues l'intermédiaire. L'enfermement. Et force est de constater que c'est ce qu'on est en train de voir actuellement en France, comme dans d'autres pays. Un enfermement. Un enfermement des peuples où, petit à petit, on va trouver des raisons, des arguments pour lui retirer sa souveraineté. Et il finira par être soumis. Et je vais en terminer là. Je ne reparle pas de Brigitte. On en reparlera un petit peu plus une autre fois. Parce qu'il y a quelque chose à dire. Au-delà de son problème de genre. Mais très clairement, le genre, la question du genre est en fait une couverture pour ne pas aborder les autres sujets dont je vous avais déjà parlé. Et pour cause. Parce que c'est sensible. Très sensible. D'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, portez-vous bien, n'hésitez pas, commentaire. Si vous voulez un sujet en particulier, n'hésitez pas, laissez-le dans le commentaire. Et nous on se retrouve très prochainement, soyez prudents. Faites gaffe en ce moment parce que ça vole dans tous les sens en matière de désinformation, de contorsion de l'information, de narratif de l'information. Et que puis-je vous dire d'autre que Bojopi du mieux.